Bonjour, chers élèves de première. Je suis Kamenan fils Paul Honoré, professeur de lycée de philosophie. Nous nous rencontrons ce jour afin de poursuivre la leçon numéro 1 de la compétence 3 portant sur la période antique. Je rappelle que nous avons déjà débuté ce cours en abordant la question ontologique, ce qui nous a permis de passer en revue Héraclite, Parménide et donner la définition des lettres selon les présocratiques. Nous allons poursuivre aujourd'hui en achevant la question de la relativité de la vérité, après avoir vu la position des sophistes sur la vérité. Je vous invite donc à être attentifs. Nous allons aborder cette question de la vérité avec Platon. Pour pouvoir cerner la position de Platon sur la question de la vérité, nous vous invitons à lire ce texte qui nous est proposé ici. Socrate. Maintenant, mon cher Glaucon, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ces objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque aussi bien tu désires la connaître. Pour moi, telle est mon opinion. Dans le monde intelligible, l'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure quelle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toutes choses. C'est un texte écrit par Platon dans son œuvre La République au livre 7. Après la lecture de ce texte de Platon, nous allons chercher à nous familiariser avec lui. Nous allons donc présenter Platon. Platon est né en 427 avant Jésus-Christ et mort en 347 avant Jésus-Christ à Athènes. Il descend d'une famille noble. À 20 ans, il rencontre Socrate, qui lui a 63 ans à cette époque. Il sera son élève pendant 8 ans. La fréquentation assidue de Socrate prend fin lorsque ce dernier est condamné à boire la ciguë. Platon quitte alors Athènes après la condamnation injuste de son maître et parcourt le monde. À 40 ans, il fonde à Athènes son école philosophique appelée l'Académie. L'influence de Socrate sur Platon est considérable. Dans ces dialogues, d'ailleurs, Platon restitue les enseignements de son maître Socrate. Socrate et Platon sont profondément idéalistes. Platon a d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous pouvons citer l'Apologie de Socrate, le Protagoras, le Gorgias, le Ménon, le Cratyle, le Banquet, la République et les lois. Revenons à l'explication littérale du texte qui va nous permettre de cerner la position de Platon sur la question de la vérité. Dans ce texte, Platon parle de l'idée ou essence. Il désigne par là le modèle de toute chose. La réalité non perçue est néanmoins plus réelle que les êtres sensibles.
C'est l'idée qui donne sens aux phénomènes et les fonde. À la ligne 3, nous retrouvons aussi le terme de contemplation. Par ce terme, Platon désigne l'opération par laquelle l'âme voit directement les idées en soi ou essence du monde intelligible ou du monde de la vérité. Il y a aussi l'expression « le monde intelligible ». Il désigne ici le monde des idées, principe de toute chose. C'est ce monde d'ailleurs qui donne un sens ultime à chaque réalité en tant que réalité idéale, désignant ce que la chose est réellement en elle-même. La particularité de ce monde, c'est qu'il est, pour Platon, éternel et immuable. Et c'est lui qui éclaire les phénomènes, mais n'est pas du même ordre qu'eux. Ensuite, nous avons l'expression « l'ascension de l'âme ». Platon désigne ici le mouvement par lequel l'âme, qui est le principe spirituel de l'homme, s'élève progressivement et par degrés des apparences sensibles jusqu'aux idées. Justement, cette position nous aide à cerner la thèse de Platon concernant la question de la vérité. Pour lui, la vérité ne relève pas des sensations. Elle est intelligible, c'est-à-dire qu'elle relève de l'idée. L'homme, grâce à la dialectique et par une ascèse, accède aux essences, aux principes des choses, pour Platon. Ainsi, les véritables principes des choses sont à chercher non dans les causes mécaniques, mais dans l'intelligence qui préside à ces causes. Pour Platon donc, la vérité existe en soi. Elle n'est ni relative à un individu, ni à l'espèce humaine. Mais qu'en est-il de la question de la vérité chez Aristote? Nous vous invitons pour cela à lire le texte d'Aristote qui va nous permettre justement de cerner cette position. Nous lisons le texte. Il est clair aussi que si un sens vient à faire défaut, nécessairement une science disparaît, qu'il est impossible d'acquérir. Nous n'apprenons en effet que par induction ou par démonstration. Or, la démonstration se fait à partir de principes universels et l'induction de cas particuliers. Mais il est impossible d'acquérir la connaissance des universels autrement que par induction, puisque même ce qu'on appelle les résultats de l'abstraction ne peuvent être rendus accessibles que par l'induction. Mais induire est impossible pour qui n'a pas la sensation, car c'est au cas particulier que s'applique la sensation. Et pour eux, il ne peut pas y avoir de science, puisqu'on ne peut pas la tirer d'universel sans induction, ni l'obtenir par induction sans la sensation. C'est un texte écrit par Aristote, extrait de son œuvre Second Analytique. Nous profitons de ce texte pour présenter Aristote. Aristote est né en 384 avant Jésus-Christ à Stagie, en Macédoine, qui est aujourd'hui au nord de la Grèce. Dès l'âge de 18 ans, il suit les enseignements de Platon, qui fut son maître, à l'Académie, et cela pendant 20 ans. Il est donc l'élève, mais aussi l'ami de Platon. Comme il le dit lui-même, et je le cite, « Platon est mon ami, mais je préfère la vérité. » En effet, Aristote rejette la théorie des idées de Platon pour une philosophie
naturaliste, idéaliste. Pour mieux comprendre la pensée d'Aristote, il est important pour nous de chercher à comprendre les termes et les notions, mais aussi les expressions qu'il met en exergue dans son texte. Notamment, à la première ligne, nous avons le terme « induction ». Ce terme désigne un raisonnement qui consiste à partir de cas particuliers pour parvenir à des généralisations. Il s'agit plus précisément de faire une inférence à partir de l'observation de plusieurs cas concordants. À la ligne 2, nous retrouvons aussi le terme « démonstration » qui désigne ici pour Aristote un raisonnement consistant à passer de propositions générales ou universelles admises à une proposition particulière qui en résulte nécessairement. Toujours à la ligne 3, nous avons l'expression « principe universel ». Il s'agit de lois qui s'appliquent nécessairement à tout individu d'une classe donnée. Par exemple, nous avons l'expression « tout homme est mortel ». La mort ici désigne un principe universel. À la ligne 3 toujours, nous avons les principes particuliers. Ce sont les caractères qui sont spécifiques à une catégorie d'individus. Est particulière la proposition concernant quelques individus d'une classe. Exemple, quelques fleurs sont roses. Il y a aussi un terme important du texte que l'on retrouve à la ligne 6, le terme « sensation » qui désigne chez Aristote une donnée concrète des sens. À partir de ce qui précède, il nous est aisé d'identifier la position d'Aristote. Pour lui, il n'y a de science que du général, de l'universel. En un propos plus précis, la science, entendue comme connaissance sûre et certaine, repose sur la définition et la démonstration. Ce qui nous permet maintenant de définir et de caractériser la vérité. En effet, les doctrines de Platon et d'Aristote semblent opposées, mais poursuivent le même but, dévoiler la vérité. Pour tous les deux, aussi bien que pour Socrate, la vérité n'est pas multiple, elle est universelle et absolue. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de notre cours qui met en rapport la philosophie et le bonheur. Ici, il faut savoir que nous allons parler essentiellement des post-socratiques, qui sont donc ces philosophes qui sont identifiés comme ceux venant après Socrate. Mais comment caractériser ou comment se caractérisent les philosophies post-socratiques? Les philosophies post-socratiques désignent les courants de pensée qui se sont développés après Socrate, Platon et Aristote. Ces doctrines mettent l'accent sur l'existence humaine. Pour les philosophes de cette période, la philosophie est un exercice spirituel pour atteindre la paix intérieure, synonyme de bonheur. Comment atteindre justement le bonheur? Telle est la préoccupation des courants de pensée qui caractérisent cette philosophie post-socratique, à savoir le scepticisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Nous allons chercher à appréhender ces différents courants de pensée à partir de certains auteurs
qui ont marqué, pour ce qui les concerne, chaque courant de pensée. Commençons en grand A par Pyrrhon d'Élis. Pour mieux cerner sa pensée, nous allons nous référer à un texte qui met en exergue la pensée de Pyrrhon et donc la pensée du scepticisme en tant que courant de pensée. Je lis le texte. La fin est ce qui est visé par l'action ou la pensée. On ne saurait lui assigner une nouvelle fin. Elle est le terme dernier des désirs. Nous disons jusqu'à présent que la fin du sceptique est la quiétude. Ataraxie, en matière d'opinion, et l'équilibre des passions en matière de nécessité. Car le sceptique, après avoir commencé par philosopher sur les jugements concernant les représentations sensibles, pour les appréhender les unes comme vraies, les autres comme fausses, ce qui lui procure la quiétude, est tombé dans des contradictions d'égale force qui l'ont mis dans l'incapacité de juger, si bien qu'il a suspendu son jugement. À cette suspension du jugement a fait heureusement suite la quiétude en matière d'opinion, car celui qui croit qu'une chose est par nature bonne ou mauvaise se trouble à tout propos. Que vienne à lui manquer ce qu'il croit être un bien, il se figure endurer les pires tourments et se lance à la poursuite de ce qu'il croit être un bien. Le possède-t-il enfin que déjà le voilà plongé dans de multiples inquiétudes qu'excite en lui une raison sans mesure. Ce texte, qui est de Sextus Empiricus, à partir de ce texte, nous pouvons présenter Pyrrhon. Pyrrhon, en effet, est né en 365 et est mort en 275 avant Jésus-Christ. Il est le fondateur du scepticisme. Il est contemporain d'Alexandre et d'Aristote. Ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il n'a rien écrit ni enseigné. L'unique poème qu'on lui attribue a été d'ailleurs perdu. Sa pensée nous a été transmise par un de ses disciples, Timon, et un autre qui s'appelle Sextus Empiricus. Revenons au texte pour tenter de comprendre ce que l'auteur veut nous apprendre sur Pyrrhon et les sceptiques. Pour ce faire, nous allons dégager certains termes importants et certaines expressions qui vont nous aider à comprendre la position de Pyrrhon et des sceptiques. À la ligne 2, nous observons le terme « désir » qui signifie ici « manque et mouvement » vers l'objet, mais cette impulsion doit être disciplinée par la raison. Toujours à la ligne 2, il y a le terme ataraxie, qui désigne, chez les Grecs de l'Antiquité, la tranquillité de l'âme, l'absence de trouble. À la ligne 5, nous avons l'expression suspension du jugement, qui est un terme très important dans le courant de pensée qu'on nomme le scepticisme. Cette expression désigne en réalité l'état du doute suspensif, où il s'agit justement de faire un arrêt, de suspendre notre jugement et donc de ne pas pouvoir adhérer ou se prononcer sur une chose. Il y a aussi à la ligne 12 la quiétude, qui désigne simplement la vie équilibrée. La position de Pyrrhon concernant la question de la vérité est qu'il n'existe pas
de vérité, car l'esprit humain est incapable de l'atteindre. Tous les discours, pour lui, ne sont que des croyances qui troublent l'âme. Ainsi, le silence absolu est requis, tout comme l'est la suspension du jugement, pour atteindre une vie équilibrée, qui est synonyme de quiétude et donc de bonheur. Nous allons maintenant nous référer à un autre auteur, Épicure, pour comprendre à son niveau la doctrine de l'épicurisme. Nous vous invitons à suivre un texte d'Épicure qui va nous aider à comprendre sa position. Nous lisons le texte. Familiarise-toi avec l'idée que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est la privation complète de cette dernière. Cette connaissance certaine que la mort n'est rien pour nous a pour conséquence que nous apprécions mieux les joies que nous offre la vie éphémère, parce qu'elle n'y ajoute pas une durée illimitée, mais nous ôte au contraire le désir d'immortalité. En effet, il n'y a plus d'effroi dans la vie pour celui qui a réellement compris que la mort n'a rien d'effrayant. Il faut aussi considérer comme sot celui qui dit que nous craignons la mort, non pas parce qu'elle nous afflige quand elle arrive, mais parce que nous souffrons déjà à l'idée qu'elle arrivera un jour. Ainsi, celui des mots qui fait le plus frémir n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. La mort n'a, par conséquent, aucun rapport, ni avec les vivants, ni avec les morts, étant donné qu'elle n'est plus rien pour les premiers et que les derniers ne sont plus. Un texte écrit par Épicure, extrait de son œuvre « Lettres à Ménécée ». Épicure est né en 341 et est mort en 270 avant Jésus-Christ. Il est le fondateur de l'épicurisme, encore appelé l'hédonisme. Il assiste au cours de l'Académie de Platon et du lycée d'Aristote de 14 à 18 ans. Mais après, il crée sa propre école de philosophie nommée Le Jardin. Il a écrit de nombreux ouvrages dont il nous reste peu de choses. Seuls nous sont parvenus Lettres à Hérodote sur la physique, Lettres à Pythoclès sur les phénomènes naturels, Lettres à Ménécée sur la morale. Revenons au texte d'Épicure pour chercher à comprendre certains termes importants et certaines expressions qui vont nous aider à cerner sa position. Nous avons le terme de la mort. Elle est définie ici comme l'absence de toute donnée des sens. Dès lors, parlant de la mort, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'expérience de la mort. C'est pourquoi d'ailleurs, Épicure souligne dans ce texte qu'elle ne nous concerne en rien. Il y a aussi le terme sensation, qui ici, pour Épicure, désigne la donnée des sens naissant du contact de deux corps et nous apportant le vrai. Autrement dit, la sensation désigne tout ce qui est perçu et qui est considéré comme vrai et réel. C'est la donnée par excellence et le fondement du vrai chez Épicure. Enfin, nous avons l'expression le désir d'immortalité.
qui désigne la tendance à ne pas admettre la fatalité de la mort. À partir de ces expressions et de ces mots essentiels, nous pouvons dire que la position d'Épicure est la suivante. En se libérant des frayeurs religieuses et de l'idée de la mort qui trouble notre âme, et en s'efforçant à satisfaire uniquement les désirs naturels nécessaires, l'homme peut atteindre le bonheur, qui consiste donc en l'absence de troubles et dans le plaisir simple et mesuré. Chers élèves de première, la séance d'aujourd'hui prend ainsi fin.